flétrissures qui vont se déchaîner contre les mesures de la commune, par exemple concernant la destruction de la colonne Vendôme, concernant le travail de nuit des ouvriers boulangers. Ça s'appelle ça s'immiscer, pour entraver, l'État s'immisçant pour tout entraver dans les relations entre employeurs et employés. Lorsqu'il s'était agi des ateliers abandonnés qui étaient confiés aux associations ouvrières, jamais Versailles ne parlera d'indemnisation qui est promise, effectivement promise aux propriétaires, mais il dira, Versailles dira, c'est le capital exproprié, c'est la spoliation érigée en système social. Quant à la préférence donnée dans le décret que je vous avais rappelé, le décret de Frankel, préférence donnée aux associations ouvrières pour les fournitures, je trouve que c'est tellement savoureux qu'il ne faut pas laisser passer ça. Voilà comment la presse de Versailles va le commenter. C'est le droit au bénéfice réservé à une seule classe. Parce que la véritable classe qui doit avoir des bénéfices, c'est la classe possédante. Ici maintenant, la classe ouvrière, je ne dis pas fait des bénéfices, mais réalise des marchés honnêtes, c'est un pur scandale. Il y a même quelque chose que l'histoire officielle ne dit guère et que j'ai envie de vous dire, à savoir qu'on va revenir sur une très ancienne mesure qui est de 1807, où Napoléon lui-même avait fixé un taux limite pour l'intérêt de l'argent. Ça gênait pas mal les usuriers. Et la presse de Versailles avait déclaré que cette mesure de 1807 portait ce caractère attentatoire à la propriété qui se retrouve au fond de toutes les théories socialistes. Alors c'est le gouvernement de Versailles qui va abolir toute limitation du taux d'intérêt de l'argent. On pourra prêter à 26% ou à 50%. Bravo pour les usuriers. Voilà comment ils gouvernaient à Versailles, et avec une fureur incroyable contre ceux qu'ils appelaient les conciliateurs. Qui c'étaient les conciliateurs? Eh bien, il y en avait quelques-uns à Paris, il y en avait un certain nombre en province. Les conciliateurs de Paris, c'était les républicains modérés, vous savez, à la Clémenceau. Clémenceau, c'était bien conduit. Clémenceau avait démissionné de tout. Il était membre, il n'avait pas été élu membre de la commune, mais il avait démissionné de sa mairie de Montmartre, et il avait démissionné de son poste de député. Seulement, il y avait tout de même un certain nombre de gens qui pensaient comme lui qu'il y avait quelque chose qui ne jouait pas. Enfin, il y avait tout de même des franchises municipales qu'il fallait donner à Paris. Alors on avait constitué ce qu'on appelait l'Union pour les droits de Paris. L'Union pour les droits de Paris. Avec un certain nombre de républicains modérés, dont les amis de Victor Hugo. Victor Hugo n'est pas là. Victor Hugo, il est à Bruxelles, il vient de perdre son fils, il s'occupe de ses deux petits-enfants. La belle-fille était bruxelloise, c'est pourquoi il est à Bruxelles. Et Hugo, le 19 avril, avait publié dans le journal modéré Le Rappel une phrase assez grave: « La commune est une bonne chose mal faite », disait-il. Une bonne chose mal faite. Il n'était pas contre, mais il n'était pas pour. Alors ses amis avaient essayé d'organiser un effort républicain. On savait que Thiers était républicain conservateur, on voulait essayer d'aller le trouver, mais Thiers était étroitement surveillé par sa majorité, et parce qu'il avait reçu assez gentiment les délégués de ces républicains, et qu'il leur avait dit: vous savez, la répression ne sera pas terrible, on frappera les chefs, mais on ne fera pas les autres. Ça avait été une levée de bouclier contre lui. Les francs-maçons avaient prétendu le 29 avril faire une très grande manifestation, et leur chef, qui s'appelait Thierry Foch, avait même déclaré: nous allons nous porter sur les lignes, nous allons dresser nos emblèmes sur les lignes, et si les Versaillais tirent sur nos emblèmes, nous prendrons la tête des bataillons fédérés et nous lutterons jusqu'à la mort. Non, pas du tout, vous savez, c'est une pure formule. Ils avaient bien amené leurs emblèmes, ils avaient obtenu 24 heures, tout de même 24 heures d'armistice pour que Neuilly puisse être évacué. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait des francs-maçons en face, et qu'en particulier le général de division Montandon, celui que nous allons voir entrer dans Montmartre, c'est un franc-maçon. Si bien que la lutte avait continué et que les francs-maçons étaient rentrés sous terre, n'avaient pas fait de bruit. Quant à la province, il y avait eu des élections municipales à la fin d'avril et au début de mai en province, et Thiers s'était frotté discrètement les mains en voyant que les républicains avaient assez bien réussi en province. Et ils avaient constitué une ligue des villes républicaines. Si vous savez l'accueil que la majorité faisait à ces villes républicaines, c'est à trembler. En disant: mais de quoi se mêlent-ils? Dans quel pétrin, disait Madame Georges Sand, dans quel pétrin ces gens-là veulent-ils nous faire entrer? Sarcey écrivait: ils arrivent devant nous avec leurs redingotes noires de conseillers municipaux, mais on voit passer leur drapeau rouge au pas de la redingote, qu'ils soient de Marseille ou qu'ils soient de Paris. Tout ça, c'est des communeux, ce ne sont que des communistes, avait-il. Rien à faire, par conséquent, ces gauchistes qui font de modestes efforts n'obtiendront rien. Oh, il faut savoir, vous savez que ces gauchistes ne sont pas dangereux. Il y a un texte qu'on connaît très peu, mais que j'ai découvert tout de même, c'est de Rimbaud. Rimbaud a fait une petite nouvelle, pas bien forte, qui s'appelle Le Baron Petchèvre. Il a écrit ça à l'automne 71. Mais il dit là-dedans, faisant parler un homme de droite, un conservateur: la gauche? Qu'est-ce que c'est ça, la gauche? On se fait de fausses idées sur la gauche. Ils sont beaucoup plus accommodants qu'on ne pense.
Effectivement, vous savez, il se passait des choses lugubres à Versailles, de la part des députés républicains qui étaient là, au point que Louis Blanc, l'ancien socialiste Louis Blanc, sans doute pour se réhabiliter, avait fait des déclarations scandaleuses, oui, scandaleuses, à une députation qu'il avait reçue, une députation républicaine de Toulouse. J'ai le résultat, j'ai vu dans les archives ce que les gens de Toulouse ont rapporté de leur entretien avec Louis Blanc. Et Louis Blanc n'avait pas hésité à leur dire, vous savez, c'est affreux, les gens de la commune, ce sont des internationalistes, ce sont les intérêts cosmopolites qui sont en jeu, il n'y a absolument pas des intérêts français. Du reste, avait-il ajouté, nous avons des renseignements ici, et nous savons que ce sont des agents prussiens. C'était monstrueux de dire que les gens de la commune étaient agents prussiens, alors que ceux qui faisaient la politique de la Prusse, c'était Thiers et les autres. Pour finir, un petit détail. La commune avait fait une sottise en décidant qu'on allait abattre l'immeuble de M. Thiers. Il avait un bel hôtel, l'hôtel Saint-Georges. Il ne fallait pas l'abattre, il fallait le prendre, en effet, et en faire un hospice de vieillards. Mais Thiers était trop content de voir cette mesure qui avait été prise, parce qu'il savait, et tout le monde ne le savait pas, que la commune avait été très respectueuse des biens. Les meubles de Thiers étaient au garde-meubles, les collections de livres de Thiers étaient à la Bibliothèque nationale, les collections d'œuvres d'art étaient dans les musées. Par conséquent, ça, il était tranquille de les récupérer. Il va faire demander par un ami qui s'appelle Cochery, il va faire demander une indemnisation. Et il va même demander, ce qui est sordide, 1 600 000 francs que la France devait lui donner pour reconstruire son hôtel qui lui avait coûté 100 000 francs. Il y aura des débats sordides et Thiers ne sera pas encore content parce que l'Assemblée va lui allouer 1 53 000 francs pour un immeuble, je le répète, qu'il avait payé 100 000 francs et dont toutes les collections étaient intactes. On a publié il n'y a pas très longtemps une toute petite note de M. Thiers au ministre de la Marine disant il faudrait acheter les briquettes pour les cuirassés à 30 francs la tonne. Je peux vous les fournir à Anzin. Il était administrateur d'Anzin. L'État aurait pu avoir ces briquettes à 10 francs la tonne, mais comme c'était le ministre, le président du Conseil qui le demandait, on achètera à 30 francs la tonne, ce qui fera 20 millions à se partager entre les actionnaires. Je comprends que M. Charles Pomaret, qui a été ministre de Pétain, ait écrit un ouvrage où il déclare M. Thiers était un véritable homme d'État.